Connaissez-vous les injections intracaverneuses? Tout le monde connaît les traitements classiques, le Viagra, Cialis, les Vitras, mais très peu connaissent les traitements injectables, et en particulier les injections intracaverneuses. Aujourd'hui, ce soir, avec Sébastien, nous allons décrypter pour vous le mécanisme d'action, les indications, le mode d'emploi et les éventuelles complications des traitements injectables. Restez avec nous pour cette diffusion. Bonsoir à tous, c'est Vincent Huperton, urologue, sexologue à Paris et auteur de Encyclopénis. Je suis ravi de vous revoir sur notre chaîne dédiée au pénis et à la santé masculine. Parler de maladies, des traitements, de l'aspect fonctionnel et esthétique du pénis. Chaque semaine, nous sommes en direct sur la chaîne Encyclopénis avec Sébastien Bellet, avec qui nous avons lancé dans cette aventure du streaming. Nous sommes ce soir à la 4e diffusion directe de notre cabinet de sexologie. Alors, Sébastien, pourquoi as-tu choisi ce sujet? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a choisi de traiter tous les sujets qui ont attrait à la sexualité masculine sur notre chaîne. Et donc, concernant les traitements des problèmes d'érection, comme Vincent vient de le dire, tout le monde connaît les traitements médicamenteux qui se prennent en comprimé, mais les médicaments qui se prennent en injection intracaverneuse sont moins connus. On a choisi d'en parler parce qu'il y a beaucoup de questions que se posent ceux à qui on l'a proposé ou encore ceux qui utilisent déjà ces médicaments. Et je pense qu'on a quelques petits conseils à vous donner dont vous pourriez bénéficier. Donc, la première chose que l'on voulait aborder, Vincent et moi, c'est pour qui à qui ces médicaments à qui est-ce que ces médicaments s'adressent? Donc, Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les gens à qui s'adresse ce type de traitement? Donc, c'est des traitements de deuxième intention. Donc, on va toujours commencer avec les traitements oraux que vous connaissez, Viagra, Sildenafil, Cialis, Tadalafil, Levitra, Vardenafil, etc. Parce que c'est le premier traitement en première intention. À partir du moment où les traitements oraux ne sont plus efficaces, nous allons faire ce qu'on appelle une escalade thérapeutique, passer à des traitements injectables qui agissent directement au niveau du pénis, au niveau des corps caverneux, mais d'une manière injectable. Donc, c'est souvent des maladies cardiovasculaires, en particulier le diabète. On sait que le diabète, c'est une maladie qui affecte de préférence les artères, donc avec une dysfonction érectile sévère, donc le patient diabétique, mais aussi dans les situations dans lesquelles les traitements oraux ne fonctionnent pas. Alors, Sébastien, quel traitement, dans quelle situation spécifique penses-tu par rapport aux injections intracaverneuses? Alors, les injections, on y pense quand les comprimés ne fonctionnent pas, soit parce qu'ils sont mal tolérés, ça peut arriver, parce que les comprimés, en fait, ont un effet sur l'ensemble de l'organisme et pas que sur la verge. Et chez certains hommes, c'est mal toléré, ça donne des baisses de tension, des chutes de pression artérielle, ça donne une sensation de flush, de visage rouge, de chaleur et d'accélération du rythme cardiaque liée à la baisse de la pression artérielle. Tout ça, c'est sans aucune conséquence, mais chez certains, ça génère de l'anxiété, pour certains, c'est inconfortable, et donc ça peut constituer une contre-indication. Également, et là c'est la plupart des cas, les injections sont utilisées chez les hommes chez qui les comprimés ne marchent pas. En effet, les comprimés, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5, donc Viagra, Cialis, Levitra, Spedra et d'autres bientôt, ces médicaments-là ne fonctionnent que chez 8 hommes sur 10. Et donc on a 2 hommes sur 10, 20% de la population des hommes qui ne vont pas répondre aux comprimés. Ce sont en fait les hommes qui ont les atteintes les plus graves, les plus sévères, ceux qui ont une atteinte nerveuse par exemple, puisqu'on sait que les comprimés pour fonctionner ont besoin que les nerfs soient en bon état, mais également ceux qui ont un tissu caverneux qui est déjà assez abîmé et qui ont besoin de doses plus importantes. Et ces doses-là, elles ne sont pas toujours apportées sous forme de comprimés,
et on a parfois besoin d'amener directement le produit au contact du tissu cible, qui est le tissu caverneux, en faisant l'injection. Donc, 2 hommes sur 10 ne répondent pas au cachet. Ce sont ces hommes-là que l'on va traiter aux injections, ou en tout cas à qui on va le proposer. Et donc, le principe, c'est d'amener une vasodilatation, tout comme les comprimés, mais cette fois-ci, en fait, on va utiliser un court-circuit, on va amener directement le produit dans la verge. Il y a un autre produit qui fonctionne de la même manière, c'est le gel de Vitaros, qui est en fait un gel qui contient le même principe actif, qui s'appelle la prostaglandine, mais cette fois-ci, ça n'est pas une injection sur le côté de la verge avec une aiguille, mais c'est l'instillation d'une goutte de gel dans le canal de l'urètre. Qu'est-ce que tu penses du Vitaros ? Ben, je pense comme toi, comme tous les urologues, c'est un traitement qui trouve sa place dans l'arsenal thérapeutique. C'est des traitements, donc c'est la même molécule. C'est certainement moins efficace que les injections parce que le mécanisme, l'arrivée du produit, ça se fait à travers l'urètre. Donc il y a une question de technique, il y a une question d'apprentissage. Néanmoins, c'est très bien parce on passe plus directement de comprimés aux injections. Donc, c'est une étape intermédiaire. On a moins d'efficacité, c'est clair, que les EDEX, et néanmoins, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, c'est important que ça existe. Je veux juste poser une question, Sébastien, parce que j'ai certains hommes qui se plaignent que avec les injections intracaverneuses, ils ont une érection, mais mécanique, donc il peut ne pas y avoir d'excitation. Comment peut-on expliquer cette absence d'excitation sexuelle et pourtant il y a l'érection? Oui, en fait, pour certains, ça peut être un peu déroutant. Avec l'injection, il suffit de se faire l'injection pour avoir une érection. Donc c'est un médicament qui donne l'érection. Alors que les comprimés, auxquels souvent ont été habitués ceux qui passent aux injections, parce qu'avant ils ont eu les comprimés et ça a marché un temps, et après ça ne marche plus, mais ils ont pris leurs habitudes quand même avec les comprimés. Et en fait, les comprimés donnent une érection dans les circonstances qui habituellement donnent une érection chez ce patient. C'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait une stimulation, soit mécanique, soit une excitation intellectuelle, mais il y a quelque chose qui déclenche l'érection. Et le comprimé va la rendre meilleure, plus facile à garder, plus longue à conserver. Alors que l'injection, on peut se faire l'injection d'EDEX en regardant un match de foot et avoir une érection. Et même avoir en général une érection assez forte. Pourquoi ? Parce que pour que les comprimés fassent un effet, il faut que le cerveau pense à ce qui l'excite, qu'on ait pris le comprimé, et à ce moment-là, la cascade d'événements qui va du cerveau, la moelle épinière, le nerf érecteur qui va vers la verge, cette cascade d'événements, elle va être amplifiée par le comprimé. Mais il faut quand même qu'il y ait cet événement. Alors qu'avec l'injection, même sans avoir aucune pensée sexuelle, même sans avoir aucune stimulation, on se fait l'injection, on a directement dans la verge l'effet de la fin de la cascade d'événements que l'on a quand on a une excitation naturelle. Donc, on n'a pas besoin de cette excitation. Et pour certains hommes, chez qui, quand bien même l'injection fonctionne, ben c'est mal toléré parce qu'ils ont une érection qu'ils ont l'impression de ne pas contrôler. Et ils ont l'impression que c'est artificiel, que ce n'est pas tout à fait vraiment leur verge qui est en érection. Bref, comme toujours, on ne le dira jamais assez, Vincent et moi, ces traitements-là, ils ont besoin, pour être considérés comme efficaces et satisfaisants, ils ont besoin d'explications. Ce n'est pas des ordonnances qu'on pose sur le bureau en disant « faites ça, prenez ce cachet ». Non, ce n'est pas comme ça. Il faut expliquer comment fonctionne le médicament, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre. Voilà, donc des érections qui sont parfois un peu rapides dans leur développement, sans stimulation. Avant que ou peut-être pendant que j'explique un peu comment ça fonctionne, Vincent, tu pourrais nous montrer comment est-ce qu'on reconstitue le produit. Parce que pour les comprimés, c'est tout simple, il suffit de prendre un comprimé. Il n'y a pas 36 façons de le faire, bien que, et ce sera l'objet d'une communication prochaine, ça ne se prend pas non plus n'importe comment les comprimés. Mais pour les injections, il y a un petit peu plus de manipulation. Donc, comme vous l'avez vu, dans la boîte qu'a ouvert Vincent, il y a deux seringues. Voilà. En général, on n'a besoin que d'une. Vincent est en train d'ouvrir le blister.
Donc, et à l'intérieur, vous avez deux éléments. La seringue qui contient le médicament et l'aiguille qui est dans une petite boîte fermée par un capuchon rose. Voilà. Et donc ce produit, Vincent est en train de vous montrer comment ça se passe. On va visser l'aiguille au bout de la seringue jusqu'à sentir qu'on a vissé au maximum. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va tirer sur le bouchon après avoir reconstitué le produit. Donc là, vous voyez, Vincent appuie sur le piston. Il y a 2 chambres dans cette seringue. Une chambre qui contient le liquide et une chambre qui contient une poudre. Et en fait, quand on commence à appuyer sur le piston, les 2 chambres ne font plus qu'une et le mélange se reconstitue. Ensuite, on retire le capuchon et en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Un deuxième capuchon. On ne saura pas pourquoi, mais ils en ont mis 2. Et donc, tout ça, ça se reconstitue en mettant l'aiguille vers le plafond pour que l'air puisse sortir. Et donc, même s'il reste une petite bulle, ce n'est pas grave. Il faut une énorme quantité d'air quand on s'injecte pour se créer un problème, mais une petite bulle, c'est sans conséquence. Donc, une fois qu'on a reconstitué ça, vous allez voir, on va vous montrer sur un petit mannequin qui n'est ni le moulage de Vincent ni le mien. Et donc, ce petit mannequin, vous avez vu sur le côté, il a une zone qui est hachurée. Et en fait, ça figure la zone dans laquelle il faut se piquer. Donc, on ne se pique pas dans le gland. Et on ne se pique pas non plus trop proche de la base de la verge, trop proche du ventre. Parce que quand on se pique trop proche du ventre, à cet endroit-là que vous montre Vincent, la peau est épaisse. Et notre aiguille est courte. Et donc, si vous vous piquez proche du ventre, vous risquez de vous faire une injection qui n'ira pas jusque dans le corps caverneux, mais qui va s'arrêter en chemin sous la peau. Donc on se pique à mi-longueur, après avoir décaloté pour ceux qui ne sont pas circoncis, et après avoir tiré la verge droit devant soi, au maximum, voilà, comme vous montre Vincent, parce qu'en faisant ça, vous allez amincir la peau. Et donc ce qu'on veut, c'est ne pas se piquer sous la peau, on veut traverser la peau pour aller se piquer dans le corps caverneux. Deuxième chose, on tient la seringue, le stylo injecteur, d'une manière, celle qui vous arrange le mieux, mais il faut que ce soit stable. Voilà. Les manières que vous montre Vincent sont toutes équivalentes. Tout ce qu'on veut, c'est que la position de l'aiguille soit stable. Donc, de votre main droite, si vous êtes droitier, vous tenez l'aiguille, et de votre main gauche, vous tirez sur la verge. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va se piquer sur le bord latéral, donc sur le côté. Et ce qu'il faut faire, c'est piquer doucement. Ce n'est pas la peine de se piquer d'un coup sec, parce que c'est comme ça qu'on peut se rater. Et le plus important, se piquer à angle droit. Il faut arriver bien à angle droit et non pas tangent. Donc on ne se pique pas du haut vers le bas, ni du bas vers le haut, parce qu'en faisant ça, on peut piquer sous la peau. On pique à angle droit, comme vient de vous montrer Vincent. Premièrement, on enfonce l'aiguille jusqu'à son maximum. Elle a été faite pour arriver là où on veut qu'elle aille, donc on ne s'arrête pas à mi-chemin. Il n'y a pas de réflexion à avoir là-dessus. On enfonce l'aiguille dans toute sa longueur. Et seulement une fois qu'on a enfoncé, à ce moment-là, vous amenez votre pouce jusqu'au piston et vous poussez doucement. Tout ça doit se faire dans le calme, doucement, pas de précipitation. On tire bien sur la verge, on regarde bien où est-ce qu'on va piquer. Et en fait, une fois que vous avez traversé la peau, il n'y a aucune douleur, l'aiguille est très fine. D'ailleurs, vous voyez, Vincent n'a pas eu mal. Et donc, on injecte doucement. Si vous sentez que ça résiste, quand vous essayez d'injecter, c'est que probablement votre aiguille à l'intérieur de la verge, elle est posée contre une structure, contre une des trabéculations de ce tissu qu'on appelle le tissu caverneux, qui est un peu comme une éponge. Et donc, si vous avez du mal à injecter le produit, vous reculez à peine, même pas d'1 millimètre, et vous allez voir que vous allez arriver de nouveau à injecter le produit. Donc, on pique à mi-longueur de verge, après avoir tiré sur la verge, on se pique à angle droit, et on injecte, une fois qu'on a piqué, qu'on a enfoncé toute l'aiguille, on injecte doucement. Ensuite, en combien de temps est-ce que ça fait effet, Vincent? Écoute, l'effet il est quasi immédiat, enfin c'est quelques minutes. Hein. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus court qu'un match de foot. Hein. En pratique, c'est pas très intéressant d'utiliser les Dex avant un match de foot. C'est pourquoi il faut bien expliquer au couple, parce qu'il faut amener de l'érotisme, il faut ajuster le couple, il faut revenir à l'excitation. C'est pas parce que l'érection elle est presque mécanique par l'action directe du produit qu'on va rester juste à l'effet du médicament. D'ailleurs, quand j'ai des couples qui consultent, j'explique qu'on commence d'abord par des câlins, par une approche
ce qu'on appelle des préliminaires, et le produit peut être prêt et on va l'utiliser au moment où on est prêt. Donc, ce n'est pas du tout l'action mécanique. Donc, il faut absolument réinventer la sexualité du couple, c'est qu'il faut ramener la vraie vie, c'est-à-dire de l'érotisme et de l'excitation. L'érection arrive relativement rapidement, quelques minutes. Hein, bien sûr, il faut ajuster la dose. Alors, comment on va ajuster les doses? Parce que finalement, quelles sont les doses utilisées et comment on va adapter? Parce que la dose, j'imagine qu'elle est adaptée à tout et à chacun. Oui, alors ça change des comprimés, puisque pour les comprimés, tout le monde a les mêmes doses, hein. Le Viagra, c'est du 100 ou du 50, le Cialis, du 20, du 10 ou du 5 mg, le Levitra, du 20 ou du 10 mg. Pour les injections, on a 20 ou 10 microgrammes disponibles sur le marché, mais pour chacun, c'est une dose qui est différente. Et donc, on va adapter la dose au résultat qu'on obtient. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire les premières, ou au moins la première injection au cabinet, avec son urologue ou avec son médecin andrologue ou sexologue. Et en fait, on va faire l'injection au cabinet avec une petite dose. On va regarder ce que ça donne. Et en fonction du résultat qu'on obtient, le médecin vous dira quelle est la dose à injecter la prochaine fois. Donc, on ne fait en aucun cas laisser tout seul, soi-même, sans aucun conseil, de l'injection de la totalité de la dose. Avec les comprimés, il n'y a aucun risque de priapisme. Avec les injections, si vous vous injectez trop, vous risquez d'avoir une érection qui va durer des heures, qui va devenir douloureuse, et qui peut très bien être votre dernière érection, parce que les lésions, les atteintes du corps caverneux qui vont suivre cette érection prolongée, ce priapisme, peuvent très bien entraîner une perte complète et définitive, non pas des érections naturelles que le patient n'avait déjà pu puisqu'il se fait les piqûres, mais également des érections provoquées par les injections et par les autres médicaments. C'est-à-dire arriver à une situation plus grave que la situation précédente. Donc prudence, la dose est fixée de concert avec votre médecin et en aucun cas on s'injecte la dose complète pour la première fois tout seul. C'est un très bon conseil. Qu'est-ce qu'on appelle une érection prolongée? Parce que finalement, est-ce que c'est une demi-heure, c'est une heure? C'est à partir de quel moment il faut s'inquiéter? Et qu'est-ce qu'on fait si l'érection prolongée? Comment il faut réagir? Parce que on a vu que si l'érection dépasse en moyenne 6 heures, il peut y avoir des lésions définitives et irréversibles cellulaires au niveau des corps caverneux. Donc, à quel moment et comment on va gérer cette érection prolongée appelée priapisme? Donc l'érection prolongée, c'est l'érection qui dure plus de 3 heures. Quand ça commence à durer plus de 3 heures, ça doit inquiéter le patient. Et à ce moment-là, il faut aller aux urgences. Avant d'aller aux urgences, quand il s'agit d'une érection prolongée pharmacologiquement, on peut quand même essayer 2-3 trucs, hein. Bon, ce n'est pas la même situation qu'une érection prolongée qui viendrait de nulle part chez quelqu'un qui ne prend pas de médicaments, où là, il faut aller aux urgences directement quand ça fait 3 heures que vous avez une érection pleine et douloureuse. Quand c'est une érection qui est liée à une injection ou à une instillation de Vitaros, donc le gel qu'on met dans l'urètre, donc quand c'est une érection qui est prolongée suite à l'utilisation d'un médicament, avant d'aller aux urgences, vous pouvez déjà faire 2-3 petites choses. Premièrement, vous provoquez une éjaculation qui peut tout à fait être suivie d'une détumescence, d'une perte de l'érection. Deuxièmement, l'application d'eau froide, douche froide, eau glacée ou poche de glace entourée d'un tissu pour ne pas que la poche de glace en plastique soit douloureuse, mais poche de glace, donc un sac en plastique hermétique, des glaçons, tout ça vous l'emballez dans un linge et vous mettez ça au contact de la verge, ça va faire une vasoconstriction, ça va fermer les artères. Troisième astuce, vous pouvez entraîner ce que l'on appelle un vol vasculaire, c'est-à-dire prendre ce sang qui va vers la verge et le détourner vers un autre organe. Un organe de proximité par rapport à la verge qui peut consommer beaucoup de sang, c'est la musculature des cuisses. Et donc, vous pouvez faire des squats, vous pouvez faire de la marche rapide, vous pouvez sortir dans la rue avec votre érection, faites de la marche rapide, faire des squats à la maison. Je vous déconseille les pompes parce que si vous glissez, ça peut être un peu compliqué. Mais du squat, de la marche rapide, de l'eau froide, éjaculer une fois ou deux
avant de décider de ce que vous faites. Si vous voyez que tout ça ne sert à rien, hop, vous allez aux urgences et là-bas, on va vous traiter. On va vous traiter comment? On va vous injecter un antidote qui est un médicament qui va contracter l'artère qui amène le sang dans la verge. Voilà. Donc il faut se dépêcher. Essayez d'y aller rapidement si vous arrivez à 3 heures d'érection et ne jamais excéder 4 ou 5 heures d'érection pleine comme ça parce que on sait que les problèmes arrivent en général au-delà de 6 heures, mais vous, quand vous allez arriver aux urgences, vous n'allez peut-être pas être pris tout de suite. Voilà. Très souvent, les médecins qui vont vous prescrire ce produit-là, si c'est une prescription inhabituelle, par exemple pour faire un examen de radiologie, ils vous donnent un numéro d'urgence à appeler en cas de problème. Donc vous pouvez appeler ce numéro, sinon vous appelez SOS médecin, vous appelez les urgences médicales pour leur expliquer tout ça. Voilà, donc il y a un petit risque qui est cette érection prolongée pharmacologiquement, qui n'existe pas avec les comprimés. Il existe en théorie, c'est écrit sur les recommandations dans les boîtes des médicaments pour les érections, c'est le priapisme, mais ça n'arrive pas. Voilà. Donc, ces injections, elles peuvent provoquer différentes choses de néfastes. Donc, il y a cette érection pharmacologiquement prolongée, mais il y a bien sûr, et là tout le monde y pense, quand on pense à une piqûre, et surtout une piqûre au niveau de la verge, il y a les douleurs. Alors Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire des différentes douleurs qu'on peut avoir quand on se fait les injections intracaverneuses? Écoute, il y a une seule douleur particulière, c'était une douleur à l'érection. Donc, ce n'est pas l'injection elle-même, mais c'est l'action pharmacologique du produit parce que c'est une érection. On n'a pas toujours bien compris le mécanisme parce qu'il y a des patients, et en particulier on le voit après la prostatectomie radicale, de très nombreux patients se plaignent des douleurs et ces douleurs qui perdurent à la fin de l'érection. Donc, moi j'ai une astuce qui fonctionne pas mal. C'est un sachet de petits pois surgelés parce que c'est du froid. Ça évite parce que la glace, il y a un risque de brûlure, mais le sachet, les petits pois, ça va mouler, ça va épouser parfaitement la forme du pénis. Bien sûr, pas de contact direct, toujours à travers un tissu. Et ces froids-là, ça permet, ça calme les douleurs, et deuxièmement, ça va arrêter l'érection rapidement. Donc c'est une astuce assez intéressante. Et sinon, effectivement, on n'a pas toujours trouvé l'explication des douleurs. Je ne sais pas si tu as une idée, mais moi, à ma connaissance, on a du mal à identifier qui sont ces patients qui ont mal. Bon, les petits pois, on est d'accord, on ne les mange pas. Ah bah ça dépend. Avec saucisson. Donc, il y a différents types de douleurs. Il y a des douleurs au moment de la piqûre qui sont surtout chez les gens qui sont anxieux parce qu'en fait la piqûre, c'est une aiguille qui est très fine. Mais celui qui a très peur de se piquer, au moment où il va sentir la sensation de l'aiguille sur lui, ça va être très désagréable. La plupart des hommes admettent tout de même que l'instant de la piqûre n'est pas douloureux. Ceux chez qui cette piqûre est douloureuse, il faut qu'on leur trouve une autre solution. Le Vitaros peut être une solution si tant est que ce soit efficace chez ces hommes. Les autres douleurs, ce sont des douleurs liées à l'excès d'efficacité, donc l'érection très forte, trop forte, le début du priapisme. Et donc là, la solution, c'est diminuer la dose lors de la prochaine injection. Mais la douleur dont parlait Vincent à l'instant, qui est la douleur typique de ce médicament, qu'on peut également avoir avec le Vitaros d'ailleurs, c'est une douleur liée à l'effet de la prostaglandine, une douleur de vasodilatation artérielle qui s'apparente un peu à une douleur inflammatoire et qui est une douleur qui peut durer très longtemps après la disparition de l'érection. Et donc, chez les patients chez qui les injections fonctionnent et chez les patients qui ont ces douleurs, on peut leur recommander de prendre un médicament, un comprimé antidouleur avant de se faire la piqûre pour que les douleurs à la fin de l'effet du médicament ne durent pas trop longtemps. Et puis il y a également des possibilités de faire des mélanges qui sont des mélanges un peu en dehors des recommandations d'utilisation de l'EDEX. C'est-à-dire qu'on peut mélanger l'EDEX avec un anesthésiant, la xylocaïne par exemple, et on peut s'injecter le mélange. Donc on s'injecte et le produit qui donne l'érection mais qui fait mal, et un produit qui va calmer la douleur et qui par ailleurs est également aussi vasodilatateur et améliore aussi un peu la qualité de l'érection. C'est la xylocaïne. Donc ça évidemment,
il est totalement exclu de faire ce mélange soi-même à la maison pour tester, parce qu'il y a une dose à respecter, une modalité de pratique du mélange qu'il faut acquérir avant de se faire l'injection à la maison. Avant de conclure, on va aborder brièvement le sujet des mélanges, parce qu'on en parle souvent des mélanges avec double mix, triple mix, en sachant que, bien évidemment, tous ces traitements-là, non, aujourd'hui, il n'y a plus d'AMM, à savoir, il n'y a plus d'autorisation de mise sur le marché. Donc, ils sont faits sous la responsabilité des médecins, donc il faut une certaine expertise, un savoir-faire. Mais j'avais cru comprendre que l'année dernière, qu'il y a une nouvelle mixture qui allait arriver sur le marché. Qu'en est-il? As-tu des nouvelles de cette mixture? Parce qu'on l'attend chez les patients, chez qui l'index ne suffit pas, au lieu de faire des mélanges à part. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrivera sur le marché? Alors effectivement, on a beaucoup attendu et on a parlé à nos patients, notamment ceux qui avaient des douleurs, de l'arrivée prochaine d'un médicament injectable que l'on pourrait mélanger à l'alprostadil, la molécule qu'il y a dans l'Edex, ou utiliser seul, et qui s'appelle la phentolamine, et qui est réputée provoquer moins de douleurs que l'injection de prostaglandine, Edex. Mais ce médicament, finalement, on ne va pas l'avoir. Je suis désolé de t'apprendre ça, Vincent. On ne va pas l'avoir pour une raison qui est simple. C'est que le laboratoire n'a pas obtenu l'autorisation de remboursement de l'assurance maladie. Et donc, n'obtenant pas cette autorisation, n'ayant pas la perspective de pouvoir délivrer le produit à des hommes qui seraient remboursés, dans l'indication du cancer par exemple, ou du diabète, ou toute autre maladie chronique, comme ça a été refusé, anticipant le fait qu'ils en vendraient finalement très peu, puisque seuls ceux qui ont un peu de moyens pourraient se le payer, ils ont décidé, pour faire les choses plus simplement pour eux, de ne pas distribuer le produit en France. Et donc c'est bien dommage, puisqu'on a des voisins européens qui ont le médicament, que nos collègues urologues dans ces pays l'utilisent soit seul, soit en le mélangeant à l'Edex, avec des résultats qui sont bons, puisque on récupère des patients qui étaient résistants à l'Edex seul et qui sont sensibles au mélange. Voilà, donc ça c'est dommage, mais on n'aura pas le produit sur le marché en France. J'ai eu le plaisir de voir un petit commentaire, une question posée par quelqu'un qui nous suit sur Internet. Je suis désolé, mais la question elle est un petit peu en dehors du sujet ce soir. Ce soir, c'était les injections. Néanmoins, la question, c'est un conseil vite fait pour une urétrorragie persistante un mois après un rapport sexuel traumatisant. Qu'est-ce qu'on peut conseiller dans une seule phrase? Alors l'urétrorragie, c'est un saignement qui s'extériorise par l'urètre. Si un saignement par l'urètre apparaît pendant un rapport sexuel ou au décours d'un rapport sexuel, et donc on ne parle pas d'un saignement à l'éjaculation, on parle bien d'un saignement permanent ou intermittent, mais qui n'est pas lié à l'éjaculation. Hein, donc ce n'est pas un saignement prostatique, c'est un saignement qui vient de l'urètre, et donc c'est le signe qu'il y a une blessure de l'urètre. Donc la première chose, c'est boire abondamment pour évacuer les éventuels caillots et pour ne pas faire un caillot trop gros qui pourrait ensuite amener à un blocage urinaire. Ça, c'est surtout quand le saignement débute. Et là, la question de notre ami, c'est un saignement qui persiste, donc qui est là depuis un certain temps. Il faut déjà prendre un petit peu d'antibiotiques pour éviter une surinfection de la plaie de l'urètre, premièrement. Et donc, moi, je conseillerais quelques jours, au moins 4 ou 5 jours d'un antibiotique adapté. Premier conseil. Deuxième conseil, boire suffisamment pour éviter les infections, parce que le risque, c'est que cette petite plaie de l'urètre s'infecte et que ça donne ensuite des conséquences, que ça ait des conséquences plus graves. Troisième chose, tant que le problème n'est pas résolu, éviter l'activité sexuelle, parce que la mise en tension de l'urètre au moment de l'érection, quand l'érection est prolongée, ça va réouvrir la plaie. Voilà. Et puis, peut-être s'assurer de pouvoir croiser un urologue dans un futur proche pour faire le point. Mais donc, bien boire, un antibiotique pendant 4 ou 5 jours et le repos de l'activité sexuelle tant que le problème n'est pas réglé.
Merci Sébastien pour cette réponse rapide. Désolé pour cette caméra qui change elle-même sans qu'on lui demande rien sur le cadrage. Bref, voilà ça. Ici, on va arrêter cette diffusion dans laquelle on parlait des injections intracaverneuses. La prochaine fois, Sébastien, si tu es d'accord, on va rester dans l'andrologie. On va aller dans un sujet qui, tu sais bien, qui m'est cher, qui c'est la contraception masculine. On va parler de la contraception hormonale, voir quelle est la place des hormones à titre de contraception. On va parler de cette fameuse pilule pour l'homme qu'on attend depuis si longtemps, brièvement du slip chauffant et surtout de la vasectomie. En attendant, veuillez à vous abonner à cette chaîne parce que les vidéos qu'on va diffuser ne vont pas rester sur la chaîne. On va faire des petits montages, garder un minimum. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez interagir, abonnez-vous pour participer en direct. On va essayer de répondre à vos questions. Donc, en vous disant à la semaine prochaine, je vous remercie. Sébastien, un mot pour la fin? À bientôt. Si vous avez des questions sur les injections, n'hésitez pas. Laissez les questions sur la chaîne YouTube et on y répondra. Vous pouvez désormais anticiper et commencer à poser des questions pour que l'on choisisse aussi les sujets en fonction des questions qui reviennent le plus souvent. Et si vous avez des questions sur les émissions passées, de toute façon, on reviendra régulièrement sur tous les sujets qui nous intéressent, les médicaments, les opérations, la rééducation, les gadgets, le matériel, tout ce que l'on peut faire pour améliorer notre condition sexuelle à tous. Passez une bonne soirée et on se parle la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.